C'est le journal d'Harry Stone, chef de la mission glaciologique à la station Palmer 6. J'écris ça pour garder une trace de ce qui s'est passé depuis le 22 juin 2024. Je fais ça au cas où les rapports officiels seraient montés perdus ou modifiés. Le 22 juin, on a trouvé un avion à 1200 mètres de profondeur. Ça s'est passé dans le secteur Zulu Gamma, où nos appareils avaient enregistré des données bizarres depuis 2 semaines. Tout a commencé quand Lena, notre géophysicienne, a détecté une anomalie magnétique stable. Ce n'était pas vraiment inhabituel. L'Antarctique est un continent plein de surprises géologiques. Mais cette anomalie était différente. Elle était trop régulière. Ses limites étaient clairement définies et l'intensité du champ à l'intérieur était anormalement uniforme. Lena a alors dit que ça ressemblait pas à un gisement minéral, mais plutôt à un énorme aimant cylindrique que quelqu'un aurait planté dans la glace. On a rigolé. 3 jours plus tard, l'anomalie magnétique a été accompagnée d'une anomalie thermique. Le thermographe satellite a montré que la surface au-dessus de cet endroit était plus chaude de quelques fractions de degrés que la glace environnante. La différence était minime au niveau de l'erreur, mais elle était stable. Ça n'avait plus aucun sens. L'activité géothermique dans ce secteur était nulle. Quelque chose en profondeur dégageait de la chaleur. Très peu de chaleur, mais elle arrivait jusqu'à la surface. On a réuni un conseil. On est 4 à la station. Moi, Lena Petrova, notre ingénieur Sam Carter et son frère Ben, qui fait office de médecin. Nos ressources sont limitées. Il reste encore 4 mois avant la fin de l'hiver. Toute sortie hors de la station est risquée, surtout dans le secteur Zulu Gamma, qui se trouve à 140 km de SAP Palmer 6. C'est peut-être un météorite, a suggéré Ben. En fer, gros. Il a pu conserver une chaleur résiduelle après sa chute. Des milliers d'années, Lena secoua la tête. Non, la chaleur se serait dissipée depuis longtemps. En plus, la forme du champ magnétique ne correspond pas à celle d'un météorite. Il est trop régulier. C'est peut-être une vieille sonde, demandai-je. Une sonde soviétique ou américaine datant de la guerre froide, avec un RITEG à bord. Ça expliquerait la chaleur et le champ magnétique. C'est une anomalie trop importante pour une sonde, répondit Sam. D'après les données de Lena, la taille de l'objet est comparable à celle de notre module principal. Et puis, on aurait détecté des radiations. Or, le fond est normal. On a vérifié les données pendant 1 semaine. L'anomalie n'a pas bougé. Elle était statique, silencieuse et complètement incompréhensible. Finalement, j'ai pris une décision. On y va. Il fallait faire une prospection sismique sur place. C'était le seul moyen d'obtenir une image en 3 dimensions de ce qui se trouvait sous la glace. Le 30 juin, on est parti avec 2 véhicules tout-terrain. Moi, Lena et Sam. Ben était resté à la station pour assurer la communication et parer à toute éventualité. Le trajet a duré près de 10 heures. Le temps était horrible. La visibilité tombait parfois à quelques 2 mètres. On roulait uniquement à l'aide des instruments, en se fiant au GPS et au radar. Il n'y avait que le vide blanc et le hurlement du vent autour de nous. Une fois arrivés, on a installé le matos. Lena a placé des capteurs sismiques tout autour de l'anomalie. Sam a préparé le générateur d'impulsion. Le principe est simple. On crée une petite vibration dirigée, les capteurs captent les ondes réfléchies, et l'ordinateur fait une carte des densités en profondeur. C'est comme une échographie, mais pour un glacier. Les premiers résultats nous ont laissé sans voix. Sur l'écran, les contours de quelque chose d'énorme et de clairement artificiel ont lentement pris forme. Ce n'était ni une roche, ni une faille géologique. L'objet avait des contours nets et symétriques. Un corps long et allongé. 2 ailes, une queue. « C'est un avion », a murmuré Lena, les yeux rivés sur l'écran. « Impossible », a dit Sam en s'approchant. « À une telle profondeur ?»
La glace dans cette zone était stable depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Il n'a pas pu tomber et s'enfoncer aussi profondément. Mais c'était bien réel. Le modèle en 3D ne laissait aucun doute. À environ 1200 mètres de profondeur, l'avion était là. Il était parfaitement à l'horizontale, comme si quelqu'un l'avait posé avec soin sur une base rocheuse sous le glacier. Ses dimensions étaient impressionnantes. L'envergure des ailes était d'environ 30 mètres. Le fuselage faisait plus de 20 mètres de long. On a passé encore une journée sur place pour vérifier les données. Le modèle devenait de plus en plus détaillé. On pouvait distinguer 4 moteurs, 2 sur chaque aile. Des moteurs à hélice. C'était un vieil avion. Sa structure ressemblait à celle des bombardiers de la Seconde Guerre mondiale. Mais aucun des modèles connus ne correspondait parfaitement. De retour à la station, on a envoyé notre rapport au quartier général. La réponse est arrivée 12 heures plus tard. Elle était courte et concise. Continuez vos recherches. Soyez super prudents. Priorité, déterminez la nature de l'objet. Attendez l'arrivée du matériel de forage par le prochain vol. Ça voulait dire qu'on allait devoir attendre jusqu'au printemps, jusqu'en octobre. Mais Sam Carter avait une autre idée. « On n'a pas besoin d'attendre », a-t-il dit le soir même. « J'ai le MOL. » Le MOL, c'était son bébé. Une foreuse thermique expérimentale que Sam avait mise au point pendant les 5 dernières années. Il ne perce pas la glace, mais la fait fondre, créant un canal parfaitement plat et stable. Le pôle MOL était censé être utilisé pour prélever des échantillons d'eau en profondeur dans les lacs sous la glace. Mais il n'avait encore jamais été testé à une telle profondeur. « Il y arrivera », assurait Sam. « Il est assez puissant. L'essentiel est l'arrêt de calculer correctement le flux thermique afin de ne pas déstabiliser la glace autour du canal. On peut descendre un câble à fibre optique avec une caméra. C'était un énorme risque. En cas d'échec, on pouvait perdre un prototype unique et provoquer des changements imprévisibles dans l'épaisseur du glacier. Mais la tentation était trop grande. On voulait savoir ce qu'il y avait là-dessous. Les préparatifs ont pris 2 semaines. Sam a bossé 24 heures sur 24 pour calibrer le taupe. Lena a recalculé les modèles de stabilité thermique de la glace. Je me suis occupé de la planification et de la coordination de nos actions avec le quartier général qui, après quelques hésitations, a donné son feu vert pour l'opération. Il voulait donner des réponses autant que nous. Le 19 juillet, on était de retour dans le secteur Zulu Gamma. Cette fois, on avait apporté une foreuse et des générateurs. Le boulot a commencé. Le chemol s'enfonçait lentement, mètre après mètre, dans la glace. Sur l'écran, on voyait juste les données des capteurs. Profondeur, température, pression, vitesse de forage. Tout se passait comme prévu. 100 mètres, 300, 500. La glace était homogène, pure, sans impureté. À en juger par ses couches, elle avait des centaines de milliers d'années. Cela confirmait la théorie de Sam. L'avion n'avait pas pu s'enfoncer. Il était là avant même que cette glace ne se forme. Cette pensée était dérangeante. À une profondeur de 1198 mètres, la foreuse s'est arrêtée. Les capteurs de pression indiquaient qu'il n'y avait plus rien en dessous. On avait atteint notre but. Mon cœur battait à tout rompre pendant que Sam déroulait lentement le câble d'alimentation du genre MOL et préparait la caméra pour la descente. C'était un câble en fibre optique très fin, avec une lentille microscopique et une LED à son extrémité. « C'est parti », dit Sam en appuyant sur le bouton. Une image est apparue à l'écran. Au début, c'était juste une tache blanche floue, les parois du canal glacé. Puis, le noir. La caméra était dans la cavité. La LED n'éclairait qu'une petite partie de l'obscurité. On l'a descendue lentement. Et là, quelque chose apparut dans le faisceau lumineux. Du métal, d'un verre terne, recouvert d'une fine couche de givre. Nous vîmes des rivets, des rangées régulières et serrées.
La peinture était presque parfaitement conservée. Il n'y avait ni trace de corrosion, ni dommage. « À gauche !» ordonnai-je à Sam. « Essaie de tourner. » La caméra se déplaça lentement sur le côté, glissant sur la surface du fuselage. On aperçut le contour d'un hublot, une vitre épaisse et trouble, impossible de voir à l'intérieur. On continua d'avancer, et c'est là qu'on le vit. Un numéro peint en blanc sur le côté. Il était net, pas effacé par le temps. Une lettre latine, V, un trait d'union, 4 chiffres et une autre lettre. 7, 7, 3, 4, B. Je l'ai noté dans le journal de bord. Sam l'a recherché dans toutes les bases de données disponibles des forces aériennes américaines, britanniques, soviétiques, allemandes et japonaises. Rien. Cet appareil n'avait jamais existé, dans aucun pays, dans aucun registre. On a continué l'inspection. Le revêtement était intact. Pas une seule perforation, pas une seule bosse. Ce n'était pas un crash, c'était un atterrissage. Un atterrissage parfait à un endroit où, depuis des millions d'années, il n'y avait rien d'autre que des rochers et un glacier naissant. « C'est quoi cet emblème ?» demanda Lena en montrant l'écran. Juste en dessous du numéro, il y avait un autre symbole. Ce n'était pas une croix gammée, ni une étoile, ni un rond. C'était un cercle noir avec 2 triangles blancs à l'intérieur, l'un dans l'autre, les pointes vers le haut. Un symbole simple et austère que je n'avais jamais vu auparavant. On inspecta une partie du revêtement sur plusieurs mètres carrés. Rien d'autre d'intéressant, juste du métal lisse et froid. « On devrait y retourner, » dis-je. « On a assez de données. »« Attends, » dit Sam, « je veux essayer un truc. » Son véhicule tout-terrain était équipé d'un petit thermomètre à impulsion très puissant. Il pouvait mesurer la température d'objets à distance avec une grande précision. Sam le sortit et le dirigea vers la glace, juste au-dessus de l'endroit où, selon nos calculs, se trouvait l'avion. « C'est de la folie, » marmonna Lena. « À travers 1 kilomètre de glace ? Le signal ne passera pas, mais le rayonnement thermique, il devrait laisser une trace, » répondit Sam en regardant l'écran. Il resta silencieux pendant un long moment, ajustant les réglages, puis il s'immobilisa. « Je l'ai, » dit-il doucement. La surface du fuselage, la température, -1 degré Celsius. On s'est regardé. À cette profondeur, la température de la glace environnante devait être d'environ -50 degrés. Le socle rocheux était encore plus froid, -1. C'était impossible. Ça enfreignait les lois de la thermodynamique. Pour maintenir une telle température, une source de chaleur devait fonctionner à l'intérieur de l'avion. Une source puissante. On était retourné à la station sans dire un mot. On n'arrivait pas à comprendre ce qu'on avait vu. Un avion qui n'était pas dans les archives, en parfait état après des centaines de milliers d'années dans la glace, et une source d'énergie qui fonctionnait toujours. Le soir, alors qu'on envoyait notre rapport à la base, on a reçu un message de Ben. Pendant qu'on bossait sur le terrain, il avait analysé les données des capteurs médicaux qu'on portait. C'est juste une procédure standard pour surveiller l'état de l'organisme dans des conditions extrêmes. Le message était court. « Harris, passe me voir quand tu peux. J'ai quelque chose à te montrer. » Je me suis servi un café et je suis allé à l'infirmerie. Ben était assis devant l'écran qui affichait les graphiques de nos pulsations cardiaques des 3 derniers jours. « Regarde, » dit-il en montrant la partie du graphique correspondant au moment où on était près de l'avion. « C'est ton pouls. Celui-là, c'est celui de Lena. Et celui-là, c'est celui de Sam. Tout est, c'est normal. Une petite accélération quand vous avez trouvé l'objet. C'est normal. » Il ouvrit un autre fichier, et ça, ce sont les données du cardiofréquencemètre de contrôle qui était dans la boîte à outils du 4x4. Il était allumé pour être calibré. Il était juste là, personne ne s'en servait. La plupart du temps, il affichait 0. Ben a agrandi le graphique. Des pics sont apparus à un moment donné sur la ligne horizontale. Faibles, mais régulières.
Elles ressemblaient à des interférences. J'ai d'abord pensé que c'était une interférence de notre générateur, dit Ben. Mais non, j'ai vérifié l'heure. Les interférences ont commencé exactement au moment où vous avez baissé la caméra vers le revêtement de l'avion. Et elles ont cessé lorsque vous l'avez relevé. Il agrandit à nouveau l'image. Maintenant, les interférences avaient une structure claire. Ce n'étaient pas des pics aléatoires. C'était un rythme, lent mais régulier. Un pic, une pause. Un pic, une pause. Qu'est-ce que c'est ? Ai-je demandé. On dirait un rythme cardiaque très lent, a répondu Ben. Environ 3 battements par minute. Mais le plus étrange, ce n'est pas ça. Regarde. Il afficha un autre graphique à l'écran. C'est mon cardiofréquencemètre. J'étais à la station, à 140 km de vous. Au même moment, mon appareil a enregistré exactement la même perturbation, en synchronisation, à la milliseconde près. Je regardais les deux graphiques, les données de l'appareil qui était dans une boîte à côté d'un kilomètre de glace sous laquelle reposait l'avion mort, et les données de l'appareil qui était à une centaine de kilomètres de là. Et il montrait le même pouls faible, régulier, impossible. Le 23 juin. Personne n'a dormi cette nuit-là. On était assis dans la cabine et on regardait ces deux graphiques. Deux rythmes identiques, synchronisés, séparés par 140 km de désert de glace. Ben a redémarré le système plusieurs fois, vérifié le calibrage des capteurs, cherché d'éventuelles sources d'interférence. Il a fait un diagnostic complet de tous les appareils électroniques de la station. Le résultat était toujours le même. Le signal était bien réel. « Ça ne peut pas être un cœur », a-t-il fini par dire. Sa voix était sourde. Aucun être connu de la science ne peut avoir un métabolisme aussi lent. 3 battements par minute, c'est incompatible avec la vie telle qu'on la connaît, et encore moins capable de transmettre son rythme cardiaque à distance. Ce n'est pas une onde radio. Les capteurs n'ont pas de récepteurs. Ils enregistrent des micro-vibrations ou des potentiels électriques à proximité immédiate. Ce qu'on voit, c'est comme si 2 sismographes, l'un à Londres et l'autre à New York, commençaient à enregistrer en même temps les pas d'une même personne. Mais c'est synchronisé avec notre approche de l'avion, fit remarquer Lena. Le signal est apparu quand la caméra a touché le fuselage. Ce n'est pas un contact, corrigea Sam. Lui aussi avait l'air épuisé. La caméra ne l'a pas touché. Elle était à quelques centimètres. Le signal est apparu quand on a allumé la LED. Peut-être que ça réagit à la lumière ou au champ électromagnétique de la caméra. Ça ? Demandai-je. On parle déjà de ça comme d'un être vivant. Quelles sont nos options ? Sam a écarté les mains. On a un objet qui génère de la chaleur, comme un organisme vivant, et il émet un signal qui ressemble à un pouls. Comment on pourrait l'appeler autrement ? On a envoyé un rapport complet au QG, avec les données de Ben. On a tout décrit tel quel, sans supposition ni théorie. Juste des faits. La température du vaisseau, son numéro d'immatriculation, l'emblème inconnu, le signal inexplicable et synchrone enregistré par 2 appareils. La réponse est arrivée 6 heures plus tard. Elle était bien plus longue que les précédentes. On nous a dit de ne plus rien faire de notre côté. Le secteur Zulu Gamma était déclaré zone interdite. On nous a dit qu'une équipe spéciale venait de McMurdo. Elle comprenait des ingénieurs militaires et un spécialiste en système d'armement non conventionnel, comme c'était vaguement indiqué. Il devait arriver par le premier avion dès que le temps le permettrait. En attendant, on devait se contenter d'une surveillance à distance. « Ils ne nous font pas confiance », a dit Lena après avoir lu le message. « Ce n'est pas une question de confiance », ai-je répondu. Le problème, c'est qu'on a trouvé quelque chose qui ne correspond pas à leurs instructions. Un avion militaire de construction inconnue, qui est peut-être encore en état de vol. On n'est plus dans le domaine de la glaciologie. C'est une question de sécurité nationale. Ou pire encore,
Les 3 semaines qui suivirent furent les plus longues de ma vie. On restait assis à la station, les yeux rivés sur les instruments. L'anomalie magnétique était stable. La tache de température à la surface ne bougeait pas. Mais le pouls, il continuait. Ben avait réglé le système pour que le signal soit transmis sur un écran séparé dans la cabine. On s'y était habitué. 3 pics lents et réguliers par minute. C'était devenu le bruit de fond de notre vie, comme le ronronnement d'un générateur ou le sifflement du vent derrière un mur. Parfois, on s'arrêtait de parler et on regardait juste la ligne verte qui prouvait qu'on n'était pas devenu fou. Parfois, le signal disparaissait. Il s'éteignait pendant quelques heures, puis réapparaissait. On essayait de trouver une logique, mais il n'y en avait pas. C'était comme un rêve, comme si ce qui se trouvait à l'intérieur de l'avion s'endormait parfois. Les experts sont arrivés le 15 août. Ils étaient très étroits. Le groupe était dirigé par le major Richard, un homme grand et maigre d'une 50aine d'années, au visage impénétrable. Il était accompagné de 2 ingénieurs, Wells et Carlyle, tous 2 des pros silencieux qui se sont tout de suite mis à étudier nos données et notre équipement. Ils avaient apporté plusieurs caisses remplies d'appareils qu'ils ne nous ont pas montrés. Richard a écouté mon rapport oral sans poser de questions. Il se contentait d'acquiescer en regardant l'écran qui affichait le pas pouls. « On doit entrer », a-t-il dit quand j'ai fini. Ce n'était pas une proposition, mais un constat. « On ne sait pas ce qu'il y a là-dedans », ai-je prévenu. « Ça peut être dangereux. Le boîtier est sous tension. Il y a peut-être une sorte de rayonnement à l'intérieur qu'on ne peut pas détecter. »« C'est pour ça qu'on est là, Dr Thorne, » répondit Richard. « Notre boulot, c'est d'évaluer le danger. Le vôtre, c'est de nous donner accès. Votre ingénieur, Carter, dit que son foret thermique peut percer le revêtement. »« Le faire fondre, pas le percer, » corrigea Sam. « Et ce n'était qu'une théorie. On ne sait pas de quel alliage était fait le boîtier. S'il était résistant à la chaleur, le Kulmol pourrait ne pas y arriver. »« Essayez, » ordonna Richard. La préparation de la nouvelle expédition prit 5 jours. Les ingénieurs de Richard ont modifié le Mol-Mol en y installant une nouvelle tête de coupe. Ils ont aussi préparé un module spécial, un tube hermétique qui devait être monté dans le trou percé pour éviter la dépressurisation de l'avion et la pénétration de glace à l'intérieur. Le 20 août, on était de retour sur place. Le camp était maintenant beaucoup plus grand. 5 véhicules tout-terrain, 2 modules d'habitation, une puissante centrale électrique. Les hommes de Richard travaillaient en silence et en harmonie, comme un mécanisme bien huilé. Nous, les civils, étions tenus à distance. Notre rôle se limitait à donner des conseils. Le top a commencé à faire fondre la glace. Cette fois, ça allait plus vite. La tête modifiée était plus efficace. Au bout de 8 heures, on a de nouveau atteint la coque. « On commence le perçage », a dit Wells par radio. On regardait le processus sur l'écran. La caméra installée près du foret montrait la tête chauffée au rouge, touchant le métal vert. Au début, rien ne se passait. Puis des filets de feu ont couru à la surface. Le métal a commencé à fondre. Il coulait comme de la cire, laissant des bords parfaitement lisses. Sam regardait ça bouche bée. « Incroyable », murmura-t-il. « Cet alliage, il se comporte comme une matière organique. Pas de suie, pas de fumée. » Le processus dura 2 heures. Au final, un trou parfaitement rond d'environ 1 mètre de diamètre fut percé dans le revêtement. Immédiatement après, Wells et Carlyle commencèrent à installer le sas. Une heure plus tard, tout était prêt. Un tunnel hermétique reliait dès notre monde à celui de l'intérieur de l'avion. « Qui passe en premier ?» demanda Richard en regardant ses hommes. « Moi », répondit Carlyle. Il enfila une combinaison hermétique lourde, semblable à un scaphandre. Une caméra était fixée sur son casque. On devait voir tout ce qu'il verrait. Il vérifia l'alimentation en air.
prit une lampe et entra dans le sas. La porte se referma derrière lui. On entendit un sifflement. La pression s'équilibrait. Puis un clic. La trappe intérieure s'ouvrit. Une image apparut sur l'écran. L'obscurité. Le faisceau de la lampe a éclairé la paroi opposée. Elle était couverte des mêmes rangées de rivets que le revêtement extérieur. Mais la couleur était différente. Pas verte, mais d'un blanc mat, semblable à de l'os. Carlyle s'est lentement retourné. Nous avons vu un immense espace vide. C'était la soute. Le long des murs, il y avait des sortes de fixations, mais elles étaient en eau vide. Le sol était parfaitement propre. Pas un grain de poussière, pas une miette. « L'air est pur », dit Carlyle. Sa voix résonnait faiblement dans les haut-haut-parleurs. Pas de radiation, température, 4 degrés. Humidité, 70%. Il fit quelques pas en avant. Ses bottes résonnaient sur le sol métallique. « Je vois une porte à l'avant de la pièce. Je vais essayer de l'ouvrir. » Il s'approcha de la porte. Elle était aussi blanche que les murs. Il n'y avait pas de poignée, seulement un petit renfoncement au centre. Carlyle l'éclaira avec sa lampe torche. À l'intérieur de l'encoche se trouvait le même symbole que sur le fuselage. 2 triangles blancs dans un cercle noir. « Pas de serrure, pas de poignée, » dit-il. « On dirait un panneau tactile. » Il tendit sa main gantée et toucha le symbole. Au même moment, 3 choses se produisirent. Premièrement, la porte glissa sans bruit dans la paroi, ouvrant le passage vers le compartiment suivant. Deuxièmement, toutes les lumières de l'avion s'allumèrent. Une lumière douce, uniforme, blanche. Elle semblait jaillir directement des parois qui, comme nous pouvions maintenant le voir, ne comportaient aucun luminaire. Troisièmement, le trou-poux, qu'on surveillait en permanence, s'est arrêté. La ligne verte sur l'écran de Ben est devenue parfaitement droite. Mais ce n'était pas tout. Dans le silence qui a suivi l'arrêt du trou-poux, on a entendu un nouveau bruit. Il venait des haut-parleurs qui transmettaient trop de ce que Carlyle entendait. Faible, à peine perceptible, mais distinct. C'était le bruit d'une respiration. Et il n'était pas seul. On entendait plusieurs personnes respirer, lentement, profondément, de manière synchronisée, et ce bruit provenait de la pièce dont la porte venait de s'ouvrir. Carlyle s'est figé. Il se tenait sur le seuil, et sa caméra nous montrait un long couloir étroit. Le long des murs du couloir, dans des niches spéciales ressemblant à des capsules de sommeil, gisaient des personnes. Ils étaient Lascon 6. Ils étaient sans des vêtus de combinaisons noires, moulantes, sans aucun signe distinctif. Leurs visages étaient calmes, paisibles, comme ceux de personnes endormies. Mais ils ne dormaient même pas. Sur la poitrine de chacun d'eux, un petit symbole lumineux s'allumait et s'éteignait lentement, au rythme de leur respiration. 2 triangles blancs dans un cercle noir. Leurs yeux étaient ouverts, et ils regardaient tous droit vers Carlyle. Le 21 août, le silence régnait dans la salle des opérations. On était tous là, Lena, Sam, Ben, le major Richard et moi, les yeux rivés sur l'écran principal qui diffusait les images de la caméra de Carlyle. Personne ne bougeait. Le seul bruit était celui d'une respiration régulière, profonde et chorale, provenant des haut-parleurs. Alice était lente, environ 6 inspirations-expirations par minute, comme celle d'une personne en méditation profonde ou au bord du coma. Mais ils n'étaient mythes pas dans le coma. Leurs yeux étaient ouverts. « Carlyle, rapport », dit Richard d'une voix sèche comme un coup de fouet. Il fut le premier à rompre le silence. « J'en vois 6, monsieur », répondit Carlyle. Sa voix était tendue, mais régulière. 4 hommes, 2 femmes. Ils sont allongés dans des niches, tous conscients. Ils respirent. Ils ne bougent pas. Ils me regardent simplement. C'était le détail le plus effrayant. Ils ne se contentaient même pas de regarder. Leur regard était déconcentré, pensif. Ils ne montraient ni peur, ni surprise, ni hostilité.
Seulement une observation calme et froide, comme un scientifique observant un insecte au microscope. « Essaie d'établir le contact », a ordonné Richard. « Parle en anglais, clairement et lentement. »« Compris, monsieur. » Carlyle a fait un mouvement à peine perceptible, comme s'il rassemblait son courage. « Je m'appelle Carlyle, je suis ingénieur. On est une équipe de recherche. On ne veut pas vous faire de mal. Vous me comprenez ?» Pas de réponse. Six pères dieux continuaient de le fixer. Leur respiration était régulière, leur poitrine se soulevait et s'abaissait à l'unisson. Les symboles lumineux sur leur poitrine clignotaient au même rythme. « Composition de l'air, Ben ?» demandai-je dans un murmure. « Presque identique à la nôtre », répondit Ben tout aussi discrètement, sans quitter son écran des yeux. 78% d'azote, 21% d'oxygène. Mais il y a un mélange, de l'argon, presque 1%, et des traces de xénon. Non toxique, mais bizarre. La pression était normale. « Monsieur, ils ne réagissent pas, » dit-il. « Ils sont juste allongés. »« Restez là, observez, » ordonna Richard. Il se tourna vers son deuxième ingénieur. « Wells, prépare-toi. Va vers lui. Prends le scanner médical portable. » Pendant que Wells enfilait sa combinaison, on continuait à regarder la scène immobile. Sam Carter était assis, penché vers l'écran, marmonnant quelque chose entre ses dents. « Les murs brillent d'eux-mêmes, » dit-il. « Pas de lampe, pas de diode, un seul panneau. Et la porte, elle n'a pas bougé, elle s'est enfoncée dans le mur. Il n'y a pas de mécanisme, le matériau a simplement changé de forme. Ce n'est pas une technologie telle que nous la connaissons. C'est autre chose. » 10 minutes passèrent. Carlyle se tenait sur le seuil du couloir. 6 personnes gisaient dans leur niche. Rien ne bougeait. Cela ressemblait à un tableau surréaliste figé dans le temps. La tension montait à cause de cette inaction. L'agressivité aurait été compréhensible. La peur aurait été compréhensible. Mais cette respiration calme et méthodique et ces regards fixes déstabilisés, et là, l'un d'eux, l'homme dans la niche à l'extrême droite de Carlyle, a lentement levé la main droite. Le mouvement était fluide, sans le moindre effort. Il n'a pas plié le coude. Sa main s'éleva droit, comme un bâton, jusqu'à être perpendiculaire à son corps. Il tendit l'index et pointa le plafond de l'avion. Juste au-dessus de lui, là où il y avait 1 kilomètre de glace, et au-dessus, notre campement. « Monsieur, vous voyez ça ?» La voix de Carlyle trembla pour la première fois. « Je vois », répondit Richard sèchement. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Personne ne savait. L'homme resta immobile, le bras levé, le doigt pointé vers le plafond. Les 5 autres restèrent allongés, immobiles, les yeux fixés sur Carlyle. Wells était prêt. Il entra dans le sas et, quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit de l'autre côté. Il pénétra dans la soute et se dirigea vers Carlyle. « Je suis là », dit-il en s'approchant de son coéquipier. Il tenait dans ses mains un appareil qui ressemblait à un gros pistolet muni d'un petit écran. C'était un scanner médical capable de lire les signes vitaux à distance. Au moment où Wells se mit à côté de Carlyle, quelque chose se passa. L'homme, la main levée, tourna lentement la tête avec la même fluidité anormale. Son regard passa de Carlyle à Wells. Les 5 autres ont fait pareil, en même temps, comme s'ils avaient jamais reçu un ordre. Maintenant, les 6 pères dieux étaient montébraqués sur le nouveau venu. Wells s'est figé. « Je commence le scan », a-t-il dit en levant l'appareil. Il l'a pointé vers la femme la plus proche de lui. Des chiffres ont commencé à défiler sur son petit écran. On ne pouvait pas les voir, mais Wells commença à les lire à voix haute, et son ton se fit de plus en plus perplexe. Température corporelle, 36,6. Pouls, 68 battements par minute. Tension artérielle, 120/80. Saturation en oxygène, 99%. Monsieur, tous les paramètres sont normaux, comme chez une personne en bonne santé au repos.
C'est impossible, murmura Ben à côté de moi. Leur respiration est de 6 cycles par minute. Avec ces paramètres, elle devrait être 3 fois plus rapide. Le métabolisme ne correspond pas. Scanne l'autre, ordonna Richard. Wells dirigea le scanner vers l'homme qui avait levé la main. Les paramètres, identiques, monsieur. Au centième près. Pouls, 68. Tension 120 sur 80. Il ne termina pas sa phrase. Une voix retentit à l'intérieur de l'avion, comme si elle venait de l'air. Elle ne provenait d'aucune source particulière. Elle semblait simplement surgir de nulle part. Ce n'était pas la voix d'une des personnes allongées. Leurs lèvres ne bougeaient pas. La voix était calme, sans émotion, sans intonation. Un anglais parfait avec un accent synthétique à peine perceptible. Il prononça un seul mot. Détecté. Wells et Carlyle se figèrent. Richardson se pencha vers le micro. Qui parle? Identifiez-vous. Pause. Les 6 personnes continuaient donc de respirer, calmement et régulièrement. Puis, la voix prononça un deuxième mot. Non-conformité. À ce moment-là, les lumières de l'avion s'éteignirent. L'obscurité totale. « Carlyle, Wells, faites un rapport !» cria Richard. « Il fait noir, monsieur. Je ne vois rien !» répondit la voix de Carlyle. « J'allume ma lampe frontale. » Clic. Un mince faisceau de lumière arracha à l'obscurité un fragment de mur blanc. La caméra de Carlyle se tourna vers le couloir. Les niches étaient vides. Les 6 hommes avaient disparu. « Ils sont partis !» cria Wells. « Ils ne sont plus là !» Sa voix était paniquée. Le faisceau de sa lampe balayait le couloir, éclairant les niches de blanches et vides. « Reculez, reculez tous, tout de suite !» ordonna Richard. « Dans la soute, vite !» Carlyle et Wells reculèrent dans le couloir. Leurs lampes tremblaient, projetant des ombres dansantes sur les murs. Ils atteignirent l'embrasure de la porte. « Monsieur, la porte !» commença Carlyle. L'embrasure qui menait du couloir à la soute commença à changer. Ses bords fondirent comme du plastique fondu. L'ouverture se rétrécissait. Le mur se refermait sous leurs yeux. « Plus vite !» hurla Richard. Wells réussit à se faufiler. Carlyle sauta à sa suite, et au moment où ses pieds franchirent l'ouverture, le mur se referma. Elle redevint une surface lisse et mate, comme s'il n'y avait jamais eu de porte. Carlyle et Wells se tenaient dans la soute, haletants. Leurs lampes éclairaient l'espace vide. « Retournez à la base, tout de suite », dit Richard, plus calme, mais avec une pointe de nervosité dans la voix. Ils se retournèrent et se dirigèrent vers le sas que nous avions installé. C'est alors que la caméra de Carlyle, pointée vers le sol, captura quelque chose. Au milieu de la pièce, où il n'y avait rien auparavant, se trouvait maintenant un petit objet, sombre, métallique. « Monsieur, il y a quelque chose ici, » dit Carlyle. « Ne touchez à rien, » ordonna Richard. « Filmez-le en gros plan et partez. » Carlyle s'approcha et braqua sa caméra. C'était un cube noir d'environ 10 cm de côté. Il était fait du même matériau que les corps allongés. Lisse, mat, sans aucune couture. Sur l'une de ses faces brillait un symbole qui nous était désormais familier. 2 triangles blancs dans un cercle noir. C'est à ce moment précis que Ben, qui observait ses instruments en silence depuis le début, bondit. « Major !» cria-t-il. « Les pulsomètres ! À la station !» Il afficha l'image sur l'écran principal. Les capteurs que nous avions laissés à la station Palmer 6, à 140 km de là, se réactivèrent. Mais cette fois, ce n'était plus un pouls, lent et irrégulier. Ils enregistraient maintenant 6 battements cardiaques différents, rapides et chaotiques. Le pouls dépassait les 150 battements par minute, comme chez des personnes en état de stress extrême ou de panique. Et ces signaux provenaient de l'intérieur de notre station. Le 22 août. Pendant 1 seconde, on a juste regardé l'écran.
où 6 cardiogrammes paniqués et irréguliers s'affichaient. Puis, Richard a réagi. Il s'est précipité vers la console de communication principale. « Palmer 6, ici le Major Richards. Ben, réponds-moi. Ben. » Seul le sifflement des décharges statiques répondit. La ligne était morte. « Ils ont coupé la communication », dit Lena à voix basse, ses doigts volant sur le clavier pour vérifier les canaux. Tous les canaux. Satellite, HF, secours. La station est complètement hors ligne. Richard jura. Son visage se transforma en masque de pierre. Toute sa discipline militaire était mobilisée pour ne pas céder à la panique qui régnait dans l'air. Ben, le frère de Sam, était seul là-bas, avec 6 créatures inconnues qui venaient de surgir de nulle part. « Wells, Carlyle, sortez !» ordonna Richard dans le micro. « Laissez tout, revenez au sas, on se tire. »« Monsieur, le cube !» commença Carlyle. « Au diable le cube !» aboya le major. « C'est un ordre, fichez le camp de là. » Les ingénieurs n'ont pas discuté. Sur leurs caméras, on les a vus faire demi-tour et courir vers notre sas. 1 minute plus tard, ils étaient à l'intérieur et la trappe extérieure s'est refermée derrière eux. « On lève le camp », a ordonné Richard en se tournant vers nous. « Mettez tout ce dont vous avez besoin dans les véhicules tout-terrain. On a 15 minutes. On se dirige vers la station. »« Qu'est-ce qu'on peut faire ?» demanda Sam d'une voix tremblante. Il regardait l'écran où 6 lignes clignotantes indiquaient que quelque chose de terrible se passait à la station. « On n'est que 7 et on n'a pas d'armes. »« Moi, j'en ai, » répondit sèchement Richard en montrant une caisse que ses hommes chargeaient dans l'un des 4x4. « Votre mission est de nous y emmener, le plus vite possible. » Les préparatifs furent courts et chaotiques. On jeta dans les véhicules notre équipement, nos provisions et nos effets personnels. Nos pensées se bousculaient dans nos têtes. On n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Des gens qui avaient dormi pendant des centaines de milliers d'années dans la glace avaient disparu d'un avion verrouillé et étaient apparus dans notre base à 140 km de là. Ça ne violait pas les lois de la physique. Ça se moquait simplement d'elle. 22 minutes plus tard, notre petit convoi de 3 véhicules tout-terrain filait à toute allure sur la plaine glacée en direction de Palmer 6. Je conduisais le véhicule de tête avec Richard. Dans un silence total, on regardait la brume blanche éclairée par les projecteurs. La vitesse semblait atrocement lente. Chaque kilomètre semblait durer une éternité. Ben avait réussi à emporter son ordinateur portable sur lequel s'affichaient là les données des capteurs. C'était notre seul lien avec la station. Les 6 cardiogrammes continuaient à s'emballer, indiquant un pouls hors norme. « Ils sont paniqués », dit Ben en regardant l'écran. « Ou en rage. Le cœur ne tiendra pas longtemps à ce rythme. Quoi qu'il en soit, ils sont dans un état d'excitation extrême. Peut-être que le transfert lui-même est un choc pour leur système ?» suggéra Lena depuis la 2e rangée. « Ou alors ils ont rencontré Ben », conclut Sam d'un ton sombre. On roulait depuis 3 heures. 3 heures d'incertitude totale et de silence radio. Lena essayait sans arrêt d'accéder au système de la station. La plupart ne répondaient pas. Mais elle finit par accéder aux journaux du système de survie. C'était juste des fichiers texte qui se mettaient à jour toutes les minutes. « Ça y est, » dit-elle. « Je vois les journaux des capteurs de pression et de température des modules. » Elle transféra les données sur sa tablette. La plupart des chiffres étaient normaux. Mais ensuite, on remarqua des anomalies. « Module d'habitation A », lutte Lena. Baisse brutale de la température de 5 degrés, puis retour à la normale. 2 minutes plus tard, un pic de pression dans la ventilation de la salle médicale. Critique. La soupape de sécurité s'est déclenchée. « Ils se déplacent dans la station », commenta Richard. « Ils l'explorent. Ou ils cherchent quelque chose », ajoutai-je. Les données arrivaient par bribes. Le détecteur de mouvement dans le couloir près de la salle des réacteurs s'est déclenché.
1 minute plus tard, le serveur principal a subi une panne de courant. Puis, le système d'extinction d'incendie du laboratoire s'est arrêté. C'était le chaos total. Des invités invisibles se précipitaient dans notre maison et nous ne pouvions que regarder impuissants les lignes sèches des rapports. Et puis, le plus étrange est arrivé. Exactement 3h20 après le début de notre voyage, les lignes chaotiques sur l'écran de Ben ont commencé à changer. Le pouls, qui dépassait les 150, a commencé à baisser, rapidement et de manière synchronisée sur les 6 graphiques, 140, 120, 100, 80. 1 minute plus tard, les 6 cardiogrammes affichaient un rythme régulier et calme, 68 battements par minute. Ils se sont calmés, tous en même temps, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. La panique a disparu, laissant place à un calme plat. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a demandé Sam. « Ils ont fini !» répondit Ben. Sa voix était vide. Quoi qu'ils voulaient, ils l'ont obtenu, ou ils se sont adaptés. Cette idée était plus effrayante que la précédente. Une créature paniquée et désorientée, c'est une chose. Une créature qui a complètement pris le contrôle de la situation et s'est calmée, c'en est une autre. Nous avons parcouru la dernière heure du trajet dans un silence oppressant, seulement rompu par le vrombissement du moteur. Les lumières de Palmer 6 apparurent à l'horizon. La station semblait tout à fait normale. Elle brillait dans la nuit polaire comme un petit îlot de civilisation. Aucun signe de lutte, aucun dommage. On s'est approché du sas principal. Les projecteurs du véhicule tout-terrain ont éclairé la porte massive en acier. Elle s'était fermée. Tout semblait normal. On s'est arrêté à 10 mètres. Surveillez le périmètre, a ordonné Richards par radio aux 2 autres véhicules. Cherchez des traces. J'ai pris mes jumelles et j'ai commencé à inspecter le bâtiment. Tout était propre. La neige autour était intacte, à part nos vieilles traces. Rien d'inhabituel. « Attendez !» ai-je dit en focalisant mes jumelles sur la porte du sas. « Il y a quelque chose. » Richard a pris ses jumelles. Au centre de la porte, à voix hauteur d'homme, il y avait une tache sombre. On s'est approché. Maintenant, on la voyait clairement. C'était une empreinte de main. Une main humaine à 5 doigts. Mais elle n'avait pas été laissée par de la peinture ou de la boue. Le métal en dessous avait changé. Il était devenu plus sombre, presque noir, et sa surface était couverte de petites fissures, comme si quelque chose d'incroyablement corrosif l'avait touché. Et à côté de l'empreinte, directement sur l'alliage blindé, un symbole était gravé. Pas dessiné, mais gravé, comme avec de l'acide. Des lignes profondes et nettes formaient un cercle noir et 2 triangles blancs à l'intérieur. Les triangles brillaient, d'une lumière aussi uniforme, blanche et surnaturelle que les parois à l'intérieur de l'avion. On était assis dans le véhicule tout-terrain et on regardait cette marque. Ils étaient à l'intérieur. Ils avaient initiopris notre station et ils avaient d'art laissé leur empreinte sur la seule entrée. « Ils savent qu'on est là », dit Richard. Il essaya d'ouvrir le sas à distance à l'aide du code d'accès. Le système ne répondit pas. « C'est bloqué de l'intérieur », constata-t-il. Il se tourna vers moi. « Docteur Thorne, y a-t-il d'autres entrées dans la station ?»« Oui », répondis-je. « Une trappe de secours dans le tunnel technique sous la station. Elle ne s'ouvre qu'à la main, de l'intérieur ou de l'extérieur. Elle ne peut pas être bloquée électroniquement. » Richard hocha la tête. « Wells, Carlyle, vous venez avec moi. Sam, vous allez nous montrer où se trouve cette trappe. Docteur Thorne, Lena, Ben, vous restez ici. Laissez les moteurs allumés. Si nous ne vous avons pas contacté dans 30 minutes, partez. Dirigez-vous vers la côte, vers le point d'évacuation. C'est un ordre. » Richard et ses ingénieurs ont sorti leurs armes. Des fusils automatiques à canon court. Ils sont sortis du véhicule tout-terrain avec Sam. Le vent a immédiatement soulevé la neige.
Les 4 silhouettes ont contourné la station pour se diriger vers l'endroit où, selon Sam, se trouvait l'entrée du tunnel technique. On les a regardés jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière le coin du module d'habitation. On était restés tous les 3 dans le véhicule de tête. Lena essayait de capter un signal. Ben regardait les 6 lignes droites sur son ordinateur portable. Je regardais la porte avec la main noire et le symbole lumineux. 10 minutes passèrent. 20. À la 25e minute, notre radio se réveilla. On entendit une respiration haletante et 3 mots prononcés par la voix de Richard. « On est à l'intérieur. » Ben, la communication fut coupée. Le 23 août, après la phrase coupée de Richard, on a attendu. Les 30 minutes qu'il nous avait données étaient écoulées. Lena m'a regardé. Dans ses yeux, il y avait une question silencieuse. « On part. » J'ai secoué la tête. On ne pouvait pas partir. Pas après que Richard ait peut-être trouvé Ben, et pas en laissant Sam là-bas, en bas. On était restés assis en silence à regarder la station. Elle ressemblait à un animal endormi qui pouvait se réveiller à tout moment. 1 heure s'est écoulée, puis une autre. Ben ne quittait pas son ordinateur portable des yeux, mais les 6 lignes droites à l'écran ne bougeaient pas. 68 battements par minute. Des cœurs calmes, sains, inhumains, battaient à l'unisson quelque part dans les entrailles de notre maison. 2 heures et 40 minutes après l'arrivée du groupe de Richard, on entendit un bruit. Un clic fort, amplifié par l'air glacial. Le symbole lumineux sur la porte du sas principal s'est éteint. Le voyant d'accès au-dessus de la porte est passé du rouge au vert. Il y a eu un sifflement d'air comprimé et la porte massive s'est lentement ouverte sur le côté, révélant une ouverture sombre. On a retenu notre souffle. Une silhouette est sortie de l'obscurité du sas, une seule. Elle ne portait pas la combinaison encombrante des hommes de Richard. Elles ont été vêtues d'une combinaison bleue, ordinaire, de la station Palmer 6. La silhouette a fait quelques pas et s'est arrêtée dans le cercle de lumière projeté par nos projecteurs. C'était Sam Carter. Il était seul, sans arme. Son visage était calme, trop calme. Il restait là, debout, à regarder notre véhicule tout-terrain. « Sam !» ai-je crié en allumant le haut-parleur externe. « Sam, qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les autres? Où est ton frère ?» Il n'a pas répondu. Lentement, sans se presser, il s'est dirigé vers nous. Sa démarche était bizarre, hésitante mais en même temps parfaitement calculée, comme s'il réapprenait à marcher. Il s'approcha du véhicule tout-terrain et s'arrêta juste devant la cabine, à quelques mètres du pare-brise. On le regardait. Lena, moi et Ben, qui étaient assis derrière moi. Sam a levé la tête. Ses yeux étaient venant vides. Il n'y avait ni joie, ni peur, ni soulagement. Rien. « Tout va bien, Harris », a-t-il dit. Sa voix m'a glacé. C'était la voix de Sam, son timbre, sa hauteur. Mais l'intonation, elle avait disparu. Il parlait de la même manière plate et monotone que la voix qu'on avait entendue dans l'avion. « Où sont Richard et ses hommes ?» demandai-je en essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Le major Richards, les ingénieurs Wells et Carlyle ne sont plus un problème, répondit Sam sur le même ton neutre. Leur équipement causait des interférences. « Et Ben, Sam, qu'est-ce qui est arrivé à mon frère ?» hurla Ben depuis le siège arrière. Sam tourna son regard vers lui et pour la première fois, une sorte d'émotion apparut sur son visage. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire, mais ses yeux restèrent froids. Ce n'était qu'un mouvement des muscles faciaux. « Ben Carter a été scanné », dit Sam. Ses paramètres physiologiques et neuronaux étaient incompatibles avec le support. Il a été rejeté. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais Ben semblait comprendre. Il s'écarta de la fenêtre, le visage blême. Sam me regarda à nouveau. « T'as pas à t'inquiéter. La station fonctionne maintenant normalement. On a accès aux archives et au système. On a trouvé ce qu'on cherchait. »« Qu'est-ce que vous cherchiez ?» murmura Lena. « Le protocole d'intégration, » répondit Sam sans hésiter.
L'équipage initial a été endommagé lors de l'atterrissage. Leurs supports se sont dégradés pendant l'attente. On avait besoin de nouveaux. Il fit une pause, comme pour nous laisser le temps de comprendre ce qu'il venait de dire. Il nous en fallait 7. On n'en a trouvé que 4 qui convenaient. Ça suffira pour l'instant. Une pensée traversa mon esprit. Richard, Wells, Carlyle et Sam. 4. Ils en avaient le d'y trouver 4. Sam regarda à nouveau Ben, qui était assis, recroquevillé dans son fauteuil. Son sourire sinistre s'élargit. « Ne t'inquiète pas, mon frère, » dit-il. « Le processus n'est pas parfait. Des erreurs sont possibles, mais on apprend, et on reviendra chercher les autres. » Il se retourna et retourna tout aussi lentement vers la station. On le regardait, incapable de bouger. Il entra dans le sas et la porte se referma dans un sifflement. Le voyant redevint rouge. Ben, assis derrière moi, eut un petit sanglot. Je jetai un coup d'œil à l'écran de son ordinateur portable. Les 6 lignes régulières, représentant le rythme cardiaque, étaient toujours là. Mais au moment où Sam a disparu dans le sas, une 7e ligne est apparue à côté des autres. Elle n'est pas apparue tout de suite. Elle s'est manifestée comme si elle sortait d'un brouillage, et une seconde plus tard, elle battait à l'unisson avec les autres. 68 battements par minute. On regardait 7 cardiogrammes identiques, 7 cœurs qui battaient à l'unisson. Puis, ils ont tous disparu. L'écran s'est éteint. Sur fond noir, une inscription en lettres blanches s'est allumée. Connexion interrompue par l'administrateur du système. Je suis assis dans la cabine du véhicule tout-terrain. Le moteur tourne. Lena pleure en silence à côté de moi. Ben, à l'arrière, regarde dans le vide. Devant nous se trouve la station Palmer 6, notre maison. Elle est silencieuse maintenant. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas où aller. On sait juste qu'on est les prochains et qu'ils nous attendent.